Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Web TV 64. Alors, je suis content à nouveau de vous accueillir et d'accueillir également mon invité pour cette émission, un joueur et auteur, entraîneur, animateur d'échecs. Eh bien, je vous le présente, Jérôme Maufra. Bonjour Jérôme. Bonjour Étienne. Alors, je suis très content de t'accueillir, on se connaît depuis longtemps. Et j'ai pu voir toute ton implication et tout le travail que tu as pu fournir à la fédération quand tu étais responsable du secteur scolaire. Et tu es un passionné d'échecs. De manière générale, oui, je suis joueur d'un petit peu de tout et les échecs, je suis tombé dedans à l'adolescence, plus précisément, et j'ai pas arrêté depuis. Je m'intéresse surtout aux questions maintenant de pédagogie autour du jeu d'échecs, puisque par ailleurs, je D'accord. suis enseignant et formateur. Ok. Alors, ce que je te proposerai, c'est juste un peu d'enlever ton micro qui est sur ta bouche. On entend un peu, mais c'est parfait comme ça. Alors, ce qu'on va faire, puisque c'est le championnat du monde actuellement, à Londres, entre Carlsen et Caruana, c'est on va analyser quelques positions de la première partie, puis ensuite on fera une rubrique spéciale avec toi à l'école du jeu d'échecs, et on passera ensuite à l'analyse de la deuxième partie. Alors, est-ce que tu veux faire une remarque sur ce match ou ce début de match, Jérôme? Bien, écoute, c'était plutôt des questions, puisque je me demandais si on avait déjà eu un championnat du monde avec deux joueurs aussi jeunes, puisque si je ne dis pas de bêtises, ils ont tous les deux 26 et 27 ans. Donc il n'y a pas, Oui. y a pas vraiment y a pas vraiment un vieux briscard et puis un jeune loup. Les deux sont des jeunes loups, même si bien sûr Carlsen est déjà champion du monde. Moi, ce que je propose, c'est de jouer les premiers coups. Alors, tu peux aussi intervenir, hein, n'hésite pas, de cette partie qui va de nouveau être une sicilienne Rossolimo. Voilà, ils aiment bien ça, la Rossolimo, enfin surtout Caruana. Et notamment la variante où le fou prend le cavalier pour casser la structure de pion noir. Voilà. N'hésite pas à Alors je dois dire intervenir. en Oui. tant que joueur de sicilienne avec les noirs, bien sûr je n'aime pas beaucoup cette variante Rossolimo. Je pense qu'on est assez nombreux en tant que joueur de sicilienne à pas spécialement l'apprécier parce que entre guillemets ça casse un peu effectivement la structure et puis l'esprit même de la sicilienne, hein, mais c'est intéressant pour les blancs. Alors justement, là, il y a le coup D3 qui a été joué. Hop. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai D3. Ah oui, d'accord. Parce qu'il y a deux variantes. Alors, le coup H3, souvent on le joue, on ne le joue pas. On va voir que dans cette partie, Caruana ne va pas le jouer. Et va permettre fou G4, un échange de cavalier. Moi, je veux juste montrer une idée dans la Rossolimo, parce que effectivement, j'ai dû la travailler, vu que je joue avec les noirs cette variante, dragon accéléré. Et que si on ne connaît pas, on peut se retrouver vite très mal. Alors, je veux montrer quelque chose qui me semble pas mal pour les noirs. Je pourrais même me mettre du côté noir, là, si je peux faire un petit flipboard. Voilà. Mettons-nous du côté noir. Et on va voir que souvent les noirs commencent très vite la manœuvre du cavalier qui se dirige sur la case D4. Ok, E3, hop, je continue. Donc E5, H6 pour éviter l'échange des fous de case noire. Et puis là, je vais montrer une idée qu'on va retrouver dans la partie. Par exemple, là, A3, B4, on va le retrouver dans la partie Carlsen, Caruana. Caruana Carlsen, pardon, pour casser un peu la structure des noirs. C'est même un gambit ici, mais c'est pas très conseillé de l'accepter. Et par exemple, même si les noirs consolident avec B6, voilà, on va voir que les noirs tentent une attaque à l'aile roi, ils montent, ils poussent leur pion à l'aile roi, voilà. Et puis, quand les blancs prennent le pion C5, justement après ce gambit, les noirs ne défendent même pas le pion C5, eh bien, ils jouent B5, ils ferment un peu la boutique, et après, ils espèrent attaquer du côté de l'aile roi avec G5, G4. Alors, si on arrive à faire ça, oui. Avec toujours un petit avec ce fou C8 là, qui n'a pas un avenir énorme pour l'instant. C'est vrai, pour l'instant, le fou C8, il est spectateur.
N'empêche que l'avalanche des pions noirs, elle peut être très dangereuse et et c'est quand même une situation qui est délicate pour les blancs. Voilà. Cette partie, c'est quelque chose qui a été qui est une partie jouée justement entre Kramnik et Ponomariov. Euh, et donc ça, c'était une de mes parties de référence quand quand je jouais à la Dragon Sicienne accélérée, et puis qu'il fallait que je trouve quelque chose contre le système Rossolimo, qui m'embêtait beaucoup. Alors voilà, je reviens à la partie. Ok, donc ce que je te propose, on défile, et puis on va avancer assez vite. Euh, voilà, donc A3B4, les noirs rock, chacun va se développer. Voilà, fou G4, bon, puisque les blancs l'ont pas empêché, les noirs le jouent. Et après H3, ben, on échange, ça règle le problème du fou. Ok. Maintenant, on n'a plus la paire de fous non plus. Je crois que j'avais lu une remarque sur le fou noir de case blanche. On dit qu'il a un potentiel à devenir un mauvais fou plus tard. Alors, potentiel à devenir une mauvaise pièce, c'est pas mal. Donc on s'en débarrasse. Toi, t'as déjà joué des Siciliennes avec les noirs de ce type, Jérôme? Ah oui, 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 oui. Je dirais que j'ai pas mal souffert parce qu'effectivement, on connaît le plan qui consiste à faire cette manœuvre de cavalier que tu as montré, mais en pratique, ce pion C5 là, qui est qui est plus ou moins faible, c'est quand même pas très agréable avec les noirs. On manque un petit peu d'espace et j'ai tout faire qu'apprécier ce genre de position. D'accord. Ok. Pourtant, la variante fou prend KC6, si les noirs jouent précisément, ils ne devraient pas trop la craindre. C'est pas celle qui Voilà, apparaît c'est pour le ça que tu plus. fais bien de préciser si les noirs jouent précisément. Je dois préciser aux gens qui nous regardent que je suis pas un joueur de ton niveau. Et en général, quand je sors de l'ouverture avec une position à peu près égale, je suis déjà très satisfait. D'accord. Ok. Alors après, c'est aussi de la préparation, hein, tout ça. C'est le temps qu'on a passé à préparer les ouvertures, à savoir quoi jouer, à tout parer à- à toute éventualité. Bon, on va voir Caruana, je pense qu'il est quand même très bien préparé. Hein. Carlsen l'a fait remarquer. Voilà. Continuons donc dans cette position. Je crois que je vais montrer un moment clé. Voilà, là il va y avoir un moment clé. Après, voilà, ici, avant fou des deux. Euh, Oui, alors, parce que sur Fou des deux, je crois que Carlsen joue tour A5 à 8, ce c'est qui lui ça. permet de ne pas concéder la colonne. Alors qu'en réalité, ça aurait peut-être été un petit peu plus fort si je me trompe pas de prendre la tour. Et sur 5, ensuite on peut jouer fou des deux ou quelque chose comme ça. Voilà, effectivement, tu as entièrement raison. Tu as vu effectivement cette possibilité donc de prendre hop, la tour, donc la dame doit reprendre, et de jouer fou des deux maintenant. Alors, on va peut-être remettre la position avec les blancs en bas, pourquoi pas. Moi, c'était pour montrer les idées du côté noir, mais c'est intéressant même de regarder ces positions d'un côté ou de l'autre. C'est souvent comme ça qu'on analyse, qu'on progresse. Hein, dans une analyse de partie, on prend parfois la place de l'adversaire, on revient à la sienne, etc. C'est un jeu, quoi, aussi, ce jeu des rôles qui peuvent changer. Voilà, fou des deux. La dame n'a qu'une case pour défendre le pion C7. C'est C7, justement. Et maintenant, le coup qu'il faut voir, dame à 1. Ok, alors dame à 1, l'idée, c'est de gagner le contrôle de la colonne A. Principalement, c'est ça. Et on va voir si les blancs avaient joué de cette façon. Donc dame à 7, elle est toujours sur la colonne A, mais en plus elle attaque un autre point faible chez les noirs, le pion B7. Alors point faible, non, je devrais le faire en rouge, voilà. Bah, après, il y a la tour qui va arriver en A1. Et puis maintenant, on voit bien que les pièces blanches, hein, elles sont quand même beaucoup mieux placées. Toutes les pièces blanches jouent, ont un rôle. Voilà. Que les Si pièces... ce n'est le cavalier qui pour l'instant est un petit peu hors jeu, mais on peut imaginer un parcours qui lui permettra de rejoindre l'aile dame de façon assez intéressante pour les blancs, pour exercer une pression encore plus forte sur
la structure de pion noir à l'aile dame qui est quand même un petit peu encapilotable. Alors c'est bien parce que parcours de cavalier, tu es un grand spécialiste de parcours de cavalier, comme vont le découvrir les youtubeurs suite à cette vidéo. Parce que c'est ça, j'aurais pu mettre Jérôme Maufra, grand spécialiste, expert des parcours de cavalier, auteur de livres. J'ai obtenu mon titre de cavaliériste européen 2018. D'accord. Pas des instances internationales du cavalier. Ah bah, la prochaine fois, parce que fédération, du coup, ce sera la Fédération française d'équitation finalement. Ah, d'accord. Ouais, remarque, c'est FFE également. Voilà. Ouais, alors, bah, voilà, je vais peut-être arrêter cette variante ici parce que là, les blancs, je crois que ça continue peut-être encore un coup ou deux. Voilà, tout le monde place bien ses pièces. Et ici, on va dire simplement que les blancs ont une pression. Les pièces sont mieux placées. Et puis, bah voilà, on voit bien que les noirs, ils bougent plus trop une oreille là, dans cette situation. C'est pas simple. Ok, voilà. Dans cette position, je ferai remarquer une chose, c'est que à gauche de l'échiquier, il y a un petit... alors, je sais pas quel nom lui donner. J'ai envie de dire parfois niveau à bulle, mais c'est un peu stupide. C'est le thermomètre de la position. Le thermomètre de la position, ouais, thermomètre. Voilà. C'est la fonction d'évaluation de l'ordinateur qui permet de mesurer avec une unité qui est celle du pion quel est l'avantage d'un des deux camps. Là, on est à 0,69, donc on a quasiment un pion d'avance théorique pour les blancs, qui n'est pas un vrai pion, mais qui est un pion virtuel. C'est-à-dire que l'ordinateur considère qu'on va faire fructifier cet avantage et se profite de l'avantage positionnel qui existe actuellement. Voilà, c'est ça. Les pièces étant plus actives, c'est ça qui donne l'avantage aux blancs de 0,69. Ok, et même ici, tiens, alors je joue encore le coup G4, la célèbre attaque à la baïonnette, que moi je jouais quand j'ai commencé les échecs, hein. Je la faisais systématiquement, ça me plaisait bien. Bon, ici, c'est simplement prendre de l'espace. Et ça affaiblit le roi blanc, mais en fait, les blancs craignent pas grand-chose de ce côté-là. Le roi pourra venir en peut-être un peu prophylactique aussi pour empêcher les noirs de desserrer les taux en jouant des coups comme F5. Peut-être, ouais, exact. Il y a peut-être quelque chose dans l'idée, peut-être serrer au maximum la position avant d'essayer de tirer profit du pion C6 qui ici est un petit peu attardé. Oui. Ok, alors ici, fin de la variante, on va revenir à la partie. Donc au coup fou des deux, où effectivement Caruana a reconnu que c'était pas le meilleur. Voilà. La tour revient en A8, donc un très bon coup, c'est un coup de repli, mais les noirs ne concèdent pas la colonne A. Pardon, les noirs ne concèdent pas la colonne A. Voilà, je ne sais pas si je l'ai bien fait. Ça va avoir des ennuis, tu le sais. Ouais, c'est pas grave. Léo sera invité. Je suis plutôt solidaire de ça. C'est vrai, tu te désolidarises? Ah, complètement. Tu représenteras le canal historique et moi je représenterai le canal Rossolimo sur cette action. Joli. Ok. Donc je disais que Léo Battesti sera invité aussi à participer à l'énigme. Donc là je vais me faire allumer, il va me gagner. De toute façon ça sera le jeu. Hein. Après peut-être qu'on fera un petit blitz si ça peut compenser, mais peut-être que je devrais aussi le laisser gagner. Alors on continue. Dame B4, alors à partir de là, je sais pas si ça va être absolument passionnant ce qui va se passer. Il va y avoir des échanges de pièces. Caruana va opter pour ça. Échanger des pièces, échanger des pions. Et puis jusqu'au moment où il n'y aura plus grand chose à échanger. Ici par exemple Dame A2, voilà, attaque une faiblesse chez les noirs, chez les blancs, pardon, le pion C2. Bon, Dame B2, défend, propose un échange, c'est parfait. Carcé n'est pas contre. Ok. Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur cette position, puisque les dames ont été échangées? Ouais, que manifestement, la position a un petit peu perdu de son venin ou de son attrait. On voit que le jeu s'est largement équilibré et qu'on est rentré là en finale. Après de technique, moi j'avais espéré quelques coups avant que je sais pas du tout si c'est correct, mais j'aurais bien vu Caruana à un moment où il avait sa dame en B4 jouer dame E7 pour essayer de on peut revenir. créer de la pression.
On peut revenir un petit peu en arrière, j'ai Alors, dame vraiment à 2, aucune idée sur dame la 7. correction. Ah, Un petit peu avant encore, parce que là c'est trop tard pour le jeu. ok. Voilà, là, voilà. Oh, et, disons qu'il y a l'échange, on peut avancer. Alors, Et tour. justement, là, excuse-moi, Jérôme, Ah, ouais, je pense ouais. que ta voix était un peu saccadée. Je vais te demander de répéter. J'ai dit tu peux avancer et échanger les tours, alors je Ouais. j'ai compris le faire moi-même. Ouais. Voilà, donc échange des tours. Ok, change des tours. Très bien. Dame à 7. Fou prend. Oui. Et Et ici, remarque, non, peut-être non, mais on n'a pas. Je suis désolé. On n'a pas vraiment le temps en réalité. Non, on n'a pas vraiment le temps puisqu'il faut défendre le fou le et fou il n'y a pas le temps à de jouer 1. dame 7 en réalité. Ouais. Donc voilà, c'était peut-être un des plans possibles pour les blancs, mais avec l'échange, le jeu actif de la dame noire, bah voilà, les possibilités se ferment, mais il n'y a pas vraiment de possibilité pour les blancs de continuer par dame à E7 et de mettre beaucoup de Oui, pression sur les noirs. ça va. D'où On aurait l'échange des dames. envie de rentrer dans le camp des Voilà, on noirs aurait avec envie la de faire dame. ça, on aurait envie, mais Pas le temps. Pas le temps. voilà. Carsen ne laisse pas le temps à Caruana de rentrer. Ok, donc les échanges de dames. Je demandais ici que penser de la situation parce que quand les dames s'échangent, c'est une nouvelle partie qui commence. Hein. Tant qu'il y a les dames, on peut monter une attaque, on peut essayer de mater. C'est quand même la pièce d'attaque par excellence, la dame. Quand il n'y a plus de dames, bon, bah, le jeu change de caractère et on voit que, par exemple, la pièce la plus importante aux échecs, le roi, va, au lieu de se planquer, il va commencer à participer Mm. aux actions. Là, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, les pions noirs B et C, ils ont meilleure allure maintenant. Oui, d'ailleurs, Carlsen va réussir à se créer un pion passé, hein, après avoir poussé les pions C et B. Donc là, je montre des manœuvres, des petites manœuvres pour créer des petites faiblesses, pour faire. Mais c'est pas grand-chose. Il n'y a pas assez de, il y a pas assez de possibilités. Chez les blancs, il n'y a pas beaucoup de faiblesses du tout. Donc voilà. Après C3, ben, les noirs vont réussir à jouer C5 puis B4, à créer un pion passé. Mais Caruana a prévu une défense. Alors, je vais juste encore mettre une situation ici. J'avance. Je ne souhaite pas forcément rentrer dans des analyses exhaustives. Vous pouvez très bien consulter des analyses. Je crois il y a Igor Nataf qui analyse pour Europe Échec, échec.com. Il y a aussi, je crois, euh, Stéphane Laborde qui analyse les positions de façon extensive. Certainement également Kevin Bordy qui analyse. Donc on a beaucoup de choix. Donc, moi, je propose juste de montrer quelques positions, quelques situations. Voilà. Donc, des échanges de pions. Voilà. Cavalier On peut D2. revenir deux coups en arrière, parce que là j'ai une question, Pardon. parce que tu profites d'avoir un maître international sous la main aussi, après tout, il n'y a pas de raison que j'en profite pas. Euh, Je t'écoute. voilà. Mince. Là, il faut que tu reviennes encore un petit peu avant, Encore. juste avant la prise là. Je me posais, voilà, les blancs viennent de jouer roi C2, et là les noirs prennent le pion E4, Oui. F prend E4. J'ai le sentiment, mon instinct me dit que j'aurais analysé, j'ai envie d'envisager F4. Ok. Donc, Est-ce que c'est une ici, c'est au énorme noir. Hein. bêtise ou pas? Alors, après roi D1, Oui, les noirs auraient pu faire voilà. F4. Alors, effectivement, on va le jouer. Hop. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais je me dis que pour essayer de créer une pseudo-majorité à l'aile roi. Alors, moi, je regarde deux variantes. Il y a celle où on peut retirer le fou. Et il y a celle où on peut tenter quelque chose, mais franchement, je pense que c'est un peu dangereux. Allez, je vais tenter quelque chose. Ouais, c'est Ça semble dangereux quand même. complètement débile, peut-être. Voilà, ce que je regarde, hein. Je montre ce que je regarde. C'est ce que je regardais. E5, coup intermédiaire. Alors, première variante. Après prise, puis on prend D6. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est trop mauvais, il n'en veut pas. Ah, c'est possible. Ah ouais, black is winning, donc ouais, bon, bah, c'est pas grave. Alors, on va regarder. Prend. Moi, ce que je pensais, c'était ensuite, il y a celui-là qui traîne, mais de toute façon, il y a fou prend C3 et on a puis il y a juste une majorité perdu à l'aile roi maintenant. un pion.
Ouais, complètement stupide. Donc c'est. Mais j'ai regardé un coup intermédiaire, le coup E5, parce que c'est des coups auxquels on pense pas forcément, mais quand on a une pièce attaquée, hein, le fou E3 est attaqué, on peut toujours, euh, au lieu de défendre ou de retirer la pièce, on peut toujours essayer d'attaquer une pièce aussi chez l'adversaire, une pièce au moins aussi forte. Voilà. Ok, donc, éviter de raconter trop de bêtises. F4. Bon, je pense que à la place de F prend E4. Ok, on va reculer le fou. Je vais éviter la contre-pétrie. Recul du fou. Mais fou D2, par exemple. Après, est-ce qu'on, comme on a un peu moins de pression sur le pion C5, ça laisse peut-être légèrement plus de liberté au noir pour peut-être tenter quelque chose comme G5. Après, je dis pas que Waouh. ça mène à grand chose, mais Ah, G5. D'accord. Donc on va devoir prendre, sinon on se retrouverait avec un pion H isolé. Prise. Cavalier prend. voilà. Ok, et là, ben, ah, de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Il veut pas. Il n'aime pas ma Cavalier variante. prend. Il n'aime pas ma variante. Oui, quelle variante? Bah celle-là, il n'aime pas, visiblement. Il n'en veut pas. Bon, je crois que c'est à peu près égal, ça. Là, on va réactiver le roi. Hein. Le roi en D1, il se balade, il va revenir en E2, par exemple. Bon. Est-ce qu'il y a danger pour les blancs? Le pion G3, même s'il est noir. Bah non, mais les noirs, le pion. Ah, il y a une variante qui est rigolote, là, quand même. Je la montre. Après, allez, quand même, parce que, tiens, au moins les pièges, on va regarder des pièges qui arrivent jamais dans des parties d'un tel niveau. Mais on peut toujours se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ah, il donne une pièce, il y a plein de joueurs. Je pense surtout à des jeunes joueurs, là, qui se précipiteraient sur le cavalier, en disant, super, j'ai gagné une pièce. Et là, petite surprise. G2. Ouais. Comme quoi, le jeu d'échecs, c'est surtout ça. Ça apprend à pas se ruer sur une pièce qui traîne, éviter les coups intempestifs, prendre son Ouais, temps. on appelle ça l'inhibition des réactions premières, quoi. On a envie de manger, on a envie de prendre, et il faut s'en retenir parce que effectivement là c'est le ciel qui tombe sur la tête des blancs. Hein. G2 ça fait très très mal. Ah, Le c'est roi est fou, tout hein? prêt mais il peut rien faire. Il peut rien faire, il n'y a rien à faire. Voilà. Il n'y a rien à faire, le pion va se transformer en dame et les noirs vont gagner la partie. Enfin bon, après, si une partie entre des petits poussins, on peut encore avoir des surprises parfois. Voilà. Ok, c'est peut-être un peu grotesque pour certaines personnes de voir ça, mais ça montre, moi je sais très bien que ça arrive. Ça arrive à des, Ah oui, à oui, des oui, très ça jeunes arrive joueurs. tous les dimanches, hein, oui. Pas de doute. Ok, donc sur le coup F4, les blancs reculaient et puis attendent. Continuaient d'attendre, on va dire. Je vais juste encore montrer une situation. Après, je pense que ça sera très intéressant de passer à ta rubrique. Parce que là, les choses vont s'apaiser assez vite. F prend E4. Donc, reprise. C4. Donc, B4 va à un moment donné venir. Et l'idée pour les noirs, c'est d'avoir un pion passé. Voilà. Donc, ils jouent cavalier C5. Alors, les cavaliers, ils adorent les avant-postes. Là, les noirs se préparent à amener un cavalier en D3, par exemple. Les blancs échangent ce cavalier. Voilà. Ils réactivent le roi pour défendre le pion F2. Ok. Le roi noir s'active aussi. Tout ça, c'est classique. Il n'y a pas c'est des coups stratégiquement normaux. En finale, on active le roi. Et là, maintenant, les blancs vont jouer cavalier F1 pour repositionner le cavalier sur une meilleure case. La case de 3. Voilà. Je voulais la faire en vert. J'ai un peu du mal avec les couleurs. Faudrait que tu me files tes crayons de couleur. Enfin, tes systèmes, Jérôme, pour le jeu d'échecs à Je suis l'école. pas seulement cavaliériste, je suis aussi coloriste de cases. Coloriste de cases. Ok. Mm. On présentera tes ouvrages. C'est un marché de niche, hein, c'est un marché de niche. Alors, le cavalier veut revenir en E3. Ok. Et s'il arrive à venir en E3, mettons que les noirs jouent un coup dans l'eau. Je sais pas lequel d'ailleurs. Mettons. Allez, on va jouer un coup qui sert à rien, c'est pas grave.
fou D6. Voilà. Le cavalier vient en E3. Et puis maintenant, les blancs, ils font plus rien, ils attendent. Ils jouent roi D2, roi D2, roi 2, roi D2. Parce que les noirs, s'ils poussent le pion, il y a le cavalier qui capture le pion C4. Donc, si les blancs arrivent à ces situations, les noirs n'arriveront plus jamais à pousser le pion B4. Ok, je reviens. Alors, qu'est-ce qui se passe quand les blancs font cavalier F1? B4. Hop. Pion passé pour Carlsen. Pour Carlsen, exactement. Mais on va voir que ça va pas aller très loin. Il va y avoir une liquidation générale. Et je vais te laisser conclure la partie. Alors, la liquidation. Plein de choses vont s'échanger. Les blancs échangent un maximum de pions. Ah, pardon, là, je suis allé un peu vite. Un maximum de pions. Ouais. Et là... Et avant la dernière reprise de pion, un sacrifice de cavalier. Oui. Alors ça peut nous étonner, nous stupéfier ou tout ce qu'on veut, mais en réalité, une fois que les noirs ont repris le cavalier et que les blancs ont repris le pion, qu'on va montrer tout de suite, Oui. eh bien on se dirige vers une finale qui est théoriquement nulle, puisque le roi blanc va aller se précipiter sur la case H1 et il peut très bien attendre la fin du monde, parce que de toute façon, le fou noir est de case noire et donc ne contrôle pas la case de promotion du pion H, et c'est une nulle théorique, quoi qu'il arrive. Même si on laisse tomber le pion H pour les blancs. Et jusque là. Donc Voilà. il n'y a plus de gain possible pour les noirs ici. Alors c'est vrai qu'ici les deux champions font partie nulle, mais il y a plein de joueurs, ceux qui ne connaissent pas ce thème du mauvais fou par rapport à la case de promotion continueraient. Mais bon, alors là c'est un moment de contrition pour moi. Parce que c'est un moment de contrition parce qu'il y a quelques années, je considérais que j'avais un gros avantage parce que j'avais fou et pion sur la colonne H avec mon roi, et j'ai continué la partie pendant une bonne dizaine de coups en pensant que je pouvais gagner. d'accord. Et pourtant j'étais classé correctement, donc c'est une nulle que je connaissais pas du tout, et je l'ai appris à mes dépens, et j'étais un petit peu amer parce que en fait je me suis fait emmener dans cette finale par mon adversaire sans me rendre compte que c'était nul. Voilà, donc maintenant je m'en souviens. D'accord. Bon, c'est bien. Là tu t'aperçois à quel point je suis pas bon. Non, C'est assez on apprend dramatique. par ses erreurs. Il faut savoir encaisser J'ai dû beaucoup, psychologiquement. c'est comme ça que j'ai beaucoup appris alors. T'arrêtes pas d'apprendre. Ah c'est ça, c'est fascinant. Ok, super. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est de passer à ta rubrique. Donc, un petit jingle pour proposer ta rubrique et on revient tout de suite. Hop, je coupe. Je fais durer de moins en moins longtemps les jingles. On m'a fait remarquer que j'ai tendance à mettre de la musique trop longtemps. Voilà. Alors, je vais maintenant changer de plan et puis on va pouvoir parler de choses qui concernent de... Voilà. Alors, juste, il va falloir que j'évite que la vidéo tourne trop longtemps. Je sais plus où... Ouais, j'ai l'impression d'être dans les enfants de la télé parce que tu ressors des vieilles archives. Oui. Alors c'est on où? peut Vas-y, parle-nous un peu de identifier, cette vidéo. Allez, je te parle un peu de cette vidéo et du contexte. Là, on est au premier étage d'un restaurant à Lons-le-Saunier, excellent par ailleurs, et c'est là que se déroulait il y a quelques années un stage DIF Oui. dans le cadre du développement de cette région très active. On voit ici, à côté de moi, Gérard Weiss, un de mes bons amis. La seule case où on va pouvoir passer la vidéo. Oui. Voilà. Donc il vient préciser parce qu'il considère sûrement que là je suis pas très clair et très explicite, donc il vient présenter. Alors que c'est moi, on voit très bien que c'est moi le meilleur présentateur météo. Je montre bien les cases où il peut y avoir un peu de On va soleil. t'écouter. Ici, On va peut-être des t'écouter. ondées. Non, c'est pas la peine. Je suis en train de présenter la météo de l'échiquier et donc en tant que cavaliériste aussi. Je pense que tout le monde veut t'écouter. On va accéder à 4 par B2, mais on peut pas accéder à B2. Parce que B2, il y a forcément D1. Et de là, et là je suis coincé parce que je peux pas venir de là et je ne peux pas venir de là. Donc B2 ne fonctionne pas. Il suffirait de déplacer le pion d'ailleurs ici pour que ça devienne complètement possible. Donc, trois choses à observer, les cases impossibles, les points d'entrée dans la position, et ça aura une application concrète aussi même pour le joueur de club. Parce que quand on a une structure de pion face à un cavalier, il y a aussi cette notion de point d'entrée dans la position adverse qui est très importante. Si on a une case qui est faible comme ça, qui est un avant-poste pour le cavalier, c'est une case dont on peut s'emparer et qui nous permet de semer le trouble dans le camp adverse. Et puis dernière chose,
partir du point d'arrivée en se disant d'où je peux venir, et ensuite jeu essayer, voilà, j'ai le début, j'ai la fin, qu'est-ce qui peut permettre de relier la fin au début et de trouver la solution. Donc c'est non seulement un résultat qu'on cherche, mais c'est aussi chez l'élève susciter une méthode faite d'hypothèses, de systématisation, c'est-à-dire ce principe-là, il est vrai dans toutes les positions que je vais avoir à traiter, tous les jeux de parcours, et c'est leur donner aussi des méthodes. Donc c'est non seulement une découverte de solutions, mais aussi c'est une découverte de méthodes. Oui. Voilà. Non, je dois reconnaître que je retranche pas beaucoup de mots de ce qui vient d'être dit. Le présentateur nous fait bien l'article sur ce jeu de parcours. Ouais, j'adore ces petits jeux dont j'ai eu l'occasion de parler plusieurs fois dans un cadre international, puisque à Londres notamment, tu le sais, il y a une conférence tous les ans. On est très axé autour du développement du jeu d'échecs à l'école et de tous les à côté du jeu, pas seulement la partie, mais aussi les petits jeux intermédiaires qui peuvent permettre de faire jouer les enfants, de les motiver et de trouver aussi du sens échiquéen dans des situations de jeu simplifiées où tu n'as pas forcément toutes les pièces. Comme on est des joueurs férus, et ben, on connaît bien les déplacements, on connaît toutes les pièces et on a envie de voir des parties de champions, mais pour les jeunes joueurs, pour les joueurs plus amateurs, les joueurs de loisirs, ces petits jeux sont aussi très amusants. Et je vais encore avoir le plaisir de retourner à Londres les 8 et 9 décembre prochains pour la prochaine conférence sur le jeu d'échecs à l'école, qui sera sur le futur du jeu d'échecs à l'école. Et je présenterai notamment un des projets sur lesquels je suis en train de travailler actuellement, qui a été lancé et qui est un projet assez ambitieux. Mais j'en dirai plus à ce moment-là. Tu pourras faire une belle vidéo de ce moment d'annonce qui te permettra aussi une exclusivité. Par contre, moi j'ai bloqué sur la vidéo à cause des applis des applis qui est en ligne. Ouais, excuse-moi Jérôme, malheureusement il y a des micro-coupures. Alors bon, donc tu réserves au public et puis aux conférenciers qui seront à Londres. Je crois que c'est les 9 et 10 décembre. Donc 8 et 9, 8 et 9 peut-être. Donc samedi, dimanche, juste au début du célèbre tournoi, le London Chess Classic. Eh bien, ils ont un petit cycle de conférences. Ça devient vraiment un événement très important où on parle d'animation aux échecs, de méthodes. Et je crois que là, le thème principal, c'est les échecs pour les jeunes. Ça apprend à mieux entrer dans l'âge digital. Et ça, c'est très chouette. Là, on a encore un jeu avec un cavalier. Le cavalier se prête bien à ces petits jeux parce que son mouvement est assez inattendu. C'est propice à pas mal de retournements de situation. Et puis, de manière générale, les enfants adorent jouer avec le cavalier et quelquefois même nous en emprunter ou nous en voler parce que c'est une pièce qui leur plaît énormément. Alors, c'est souvent la pièce qu'ils préfèrent. Si tu étais une pièce, tu serais quoi? Ah, le cavalier, j'aime bien. Oui, c'est quasiment toujours le cavalier, oui. Quasiment toujours. Ici, le jeu m'intéresse c'est qu'il s'agit non seulement d'attraper le cavalier pour la dame, mais ce que je demande aux élèves aussi, c'est de trouver une méthode infaillible. Si tu proposes ce jeu à de jeunes enfants, eh bien ils vont essayer de courir après le cavalier comme ils feraient échec après le roi et ça ne mène à rien. Ou, de façon un peu chanceuse, ils arrivent à attraper le cavalier. Ce qui compte ici, c'est comment je trouve une méthode pour prendre au lasso le cavalier pour l'attraper de façon sûre et certaine. Alors, comme on montre là dans le diagramme du bas, eh bien le plus simple dans un premier temps, c'est d'essayer de restreindre les mouvements du cavalier pour le pousser vers la bande, puisqu'on sait qu'un cavalier à la bande ou un cavalier dans le coin a évidemment moins de possibilités et qu'il est donc plus facile à attraper. Tant qu'il est au centre, il est dans sa zone de confort et il ne risque pas grand-chose. Donc, premier coup, dame D4, et on voit, là j'ai indiqué par les cases rouges, toutes les cases qui sont maintenant interdites au cavalier. Il ne lui reste plus que E7. Peu importe le choix qu'on fait ici, donc on peut passer au diagramme suivant, on va voir, on passe à on a choisi que le cavalier reste sur la case E7, et maintenant toute la question qui se pose, c'est où poser la dame, où la placer, pour essayer de restreindre un maximum de coups du cavalier. Il lui reste 6 coups, comme on le voit sur le diagramme du bas, il peut aller en C8, C6, D5, F5, G6 et G8. Alors ça c'est quelque chose qui est souvent difficile à matérialiser et à concrétiser pour les enfants notamment, parce que quand on regarde l'échiquier et qu'on voit toutes les cases, elles n'apparaissent évidemment pas en vert, et
de l'abstrait au concret est difficile. Alors souvent, ce que je propose aux enfants, c'est de poser un petit sur chacune des cases où le cavalier peut aller de façon à ce qu'on puisse repérer où le cavalier peut aller pour mieux anticiper là où on va mettre la dame. C'est une surprise aussi, et ça se fonde sur un principe qui est un principe de base du déplacement du cavalier, c'est qu'il passe toujours d'une case noire à une case blanche et d'une case blanche à une case noire. Donc si tu veux attraper un cavalier qui est sur case noire, eh bien il faut que tu te mettes davantage sur des cases blanches pour pouvoir contrôler des cases blanches. Tout à fait. Suis-je bien fait comprendre? Ah oui, oui. Donc ici, on va essayer de trouver la case optimale pour la dame. Eh bien, il se trouve que c'est à l'intersection entre les deux. Ah, j'avais une idée, les deux diagonales. j'ai levé Ah mon oui, tu doigt. avais une autre idée. Non, non, tu- j'ai pas alors, une autre idée, non. élève peut-être Mensch, une autre je idée. vous en prie, intervenez. Élève Mensch. Non, une idée. Ouais. Donc voilà, une des cases optimales, en tout cas, c'est la case E4 ici qui contrôle les deux diagonales A8, H1 et Je vais H7, passer. B1. Hop. Et voilà, donc on a interdit d'un coup 4 cases au cavalier qui se retrouve obligé par la force d'aller vers la bande. Le travail n'est pas terminé. Oui. Le cavalier choisit la case C la moins proche d'un coin et donc potentiellement celle pour laquelle il a encore un tout petit peu de liberté. Et maintenant, il va falloir décider où est-ce qu'on peut jouer la dame pour encore restreindre le déplacement du cavalier. Parce Donc qu'on va voir sur le la diagramme dame suivant. a repoussé le cavalier, c'est ça, hein? Elle l'a repoussé jusqu'à la bande, et maintenant il va falloir l'attraper, pas le laisser repartir, mais ça devient facile que le cavalier il ne peut pas s'éloigner très très vite de la bande, hein. Il peut sauter que de C8 en B6 ou de C8 en D6, donc il suffit de contrôler ces cases importantes, de le repousser au maximum vers un coin, et on va finir par réussir à l'attraper. Alors on peut passer au diagramme suivant. Oui. Que reste-t-il au cavalier? Il reste 4 cases, c'est déjà moins que 6. Il lui reste A7, B6, il lui reste aussi D6 et E7. Le but du jeu, encore une fois, pour nous, avec la dame, c'est de restreindre au maximum le mouvement du cavalier en ne lui laissant que la case la plus proche du coin. La case la plus proche du coin étant A7, on va essayer de placer la dame sur une case où elle contrôle les 3 autres cases. C'est assez facile à voir. La case E6 est la case qui permet de supprimer les 3 choix les plus intéressants pour le cavalier, les 3 choix qui lui auraient permis de revenir vers le centre, et on va l'obliger à aller vers la case A7. Donc le cavalier arrive sur la case, et maintenant, il suffit encore une fois de viser, je vous te le dis, je le fais souvent avec des petits jetons, les enfants posent des jetons sur les cases qui restent cavalier, on voit qu'il reste, et là, il n'y a plus qu'à chercher comment, avec la dame, contrôler ces 3 cases. Alors ici, il y a plusieurs solutions. Moi, je te laisse nous en proposer une. Je suis sûr que tu as déjà vu les 3. Ah, case d'intersection. Case J'ai retenu. d'intersection. Eh, je bois tes paroles, hein. Moi je dis plus rien, j'écoute tout. J'ai entendu intersection, je cherche les intersections. J'en vois une. Alors, D7. Alors, celle qui vient effectivement de manière logique à l'esprit, puisque on contrôle à la fois les 2 cases qui sont en diagonale B5 et C6, et puis la case C8, et donc là le cavalier il est coincé. Il y a d'autres cases qui sont moins visibles et moins évidentes, comme la case C4 qui permet de contrôler aussi les 2 cases qui sont sur la même ligne, C8 et C5, les 2 cases C6, celles qui sont sur la colonne C. Et il y a une 3e case qui est la case A6, mais celle-là est très paradoxalement assez difficile à voir. Quand on est en oui. A6, eh bien on contrôle effectivement les 3 cases. Et bizarrement, et logiquement, d'une certaine façon, tout le monde a plutôt tendance à proposer la case D7 dans ce genre de position que la case A6, qui semble moins visible. En D'accord. tout cas, voilà Même... l'intérêt pour moi de cet exercice. Non pas le résultat, parce qu'attraper un cavalier, après tout, c'est aussi une question de chance. Voilà la position finale, le cavalier va forcément sauter sur une case où il sera en prise. Ce qui compte le plus pour moi, bien sûr, ici, c'est la réflexivité que ça engage chez l'enfant, c'est-à-dire, montre-moi ta méthode, explique-moi comment tu fais pour attraper ce cavalier à coup sûr. C'est un exercice de systématisation. J'ai employé le terme de systématisation il y a 7 ans. Je me le plagie vite fait, bien fait. Effectivement, on cherche la systématisation et le transfert, parce que cet exercice, on pourrait le faire avec d'autres pièces. Alors, je t'ai vu le faire à Londres, si tu t'en souviens bien, avec Tour et Fou contre Cavalier. Tu avais fait une démonstration sur un échiquier en réussissant à enfermer le cavalier avec Tour et Fou. C'est une assez grosse performance, et j'avais aussi proposé il
il y a quelques temps, de faire 3 rois contre le cavalier. Ah, 3 rois contre le faudra tester cavalier. ça. Et la question est de savoir si même on peut pas aller jusqu'à 2 rois contre le cavalier. Ouais, je crois que j'avais fait ça Là, je... quand ils avaient servi le cocktail, donc après, où là, je commençais déjà à pouvoir proposer des trucs, et bon, ça vient tout seul, là, tout proposais d'un des coup. trucs très originaux à ce moment-là, c'est ça. C'est ça, sans faire exprès. Donc, à l'insu de mon plein gré, je proposais des choses comme ça, et puis, bah, c'était assez fun. Effectivement. Est-ce que tu as proposé beaucoup d'autres choses ce soir-là, mais je préfère ne pas entrer dans le détail. Mhm. C'est une émission pédagogique, je rappelle, donc avec de jeunes Non, auditeurs, je parlais peut-être, enfin. je parlais d'échecs, je parlais Ah oui, ok. d'ouverture. Alors, bah, merci beaucoup Jérôme pour ta rubrique, donc à l'école des échecs. Et je serais très heureux que tu continues à présenter des choses dans le cadre de notre Web TV 64 pour apprendre. Alors on pourrait se dire, tiens, par rapport au match Carsten-Caruana, bah, on va voir que il y a quand même toujours des choses, enfin des parcours de cavaliers ou des pièces qui se font enfermer. Et vous verrez avec notre prochain invité, qui sera un invité illustre, qui a été champion de France, toute catégorie. C'est une petite surprise que vous aurez. Eh bien, on va parler, par exemple, de l'enfermement de fous. Voilà. Avec quelque chose qui est arrivé dans la partie entre Maxime Vachier-Lagrave et Ding Liren, puisque Maxime a stoppé Ding Liren dans... comment dire dans la plus grande série de l'histoire, quasiment. c'est ça. Enfin, il a battu le record, hein, Ding Liren. Et c'est Maxime mais qui l'a il est arrivé stoppé. à 100, j'imagine. Voilà. Bon, bah, c'est bien parce que le prochain pourra quand même essayer de battre ce record, mais c'est exceptionnel ce qu'a fait les joueurs chinois, et c'est aussi exceptionnel ce qu'a fait Maxime Vachier-Lagrave. Alors, eh bien, nous allons sans transition par des grands joueurs. On va passer à une petite analyse, enfin des moments forts, des moments clés de la 4e partie du match. C4, E5. Ah, nous sommes à Londres. Normal. Un début anglais. Ils sont forcés de le jouer, hein, je crois. Ça fait partie du contrat. Cavalier C3, cavalier F6. Ok. Je vais dérouler, hein, parce que c'est... Anglais, c'est quand même une ouverture. Carsten joue de façon solide ici. Fou G2 pour qu'il y ait du volume. Fou C5. Je sais pas si c'est les coups principaux. En tout cas... Bah, disons que cette position, moi je peux en dire quelque chose en tant que joueur de Sicilienne de dragon accéléré. C'est-à-dire que finalement, c'est un dragon accéléré inversé. Voilà. Anglaise, hein, c'est une Sicilienne inversée. Et donc, là, les noirs jouent c'est comme s'ils avaient les blancs dans la Sicilienne, mais avec un temps de retard. Ok, on continue. Alors j'avoue que j'ai pas regardé très longtemps cette partie. Je me demande si je vais avoir plein de choses intéressantes à raconter. Simplement, on va voir de nouveau, il va y avoir pas mal d'échanges de pièces. Bon, si je peux dire une chose générale, l'évaluation dans cette partie, ça va pas être énorme. Il va pas y avoir de grosses variations. Hein, je pense que ceux qui regardent le déroulement de cette partie peuvent justement regarder le petit baromètre à gauche, là, le niveau, le thermomètre de la position, et vous allez voir que ça va pas trop varier. Et que cette partie est en fait ça sera certainement pas la plus intéressante de ce championnat du monde. Ok. Est-ce que tu as pu la regarder un peu cette partie, Jérôme? Il y a des moments alors tour B1, ok. Tour B1. Moi je dirais ici que les blancs vont essayer d'entreprendre des poussées, de prendre de l'espace à l'aile dame. Voilà. Peut-être en jouant A4, B5, prendre de l'espace simplement. Et effectivement, il y a une pièce qui est souvent très, très chouette ici, le fou G2, qui défend le roi blanc, mais qui aussi agit à l'aile dame.
Voilà, c'est agréable à jouer. Donc prendre de l'espace. Les noirs vont essayer de colmater cet espace en essayant de faire un verrou. Notamment, alors ils vont jouer A6. Voilà, et ils vont jouer C6. Du béton. Bon. Simplement, c'est clair que maintenant, les blancs, ils devraient essayer à un moment donné de faire B5. Ça peut faire penser à un type d'attaque, non, pas tout de suite, je voulais juste le montrer, un type d'attaque qu'on appelle un peu attaque de minorité, puisqu'on voit du côté blanc qu'ils ont 2 pions à la dame, contre 3 pour les noirs, voilà, à l'aile dame également, et que donc c'est 2 pions qui vont en attaquer 3. Ah, tu te couvres. Ah, peut-être, oui, je crois qu'il y a quelque chose. Ouais, j'ai compris. On t'entendait Ça plus. fait 2 minutes que. Non, mais voilà, j'ai essayé de parler depuis 2 minutes, mais je vois que tu avais coupé le micro parce que tu as peur de la profondeur de mes analyses. Je ne le prends pas personnellement. Mais effectivement, je voulais expliquer que de manière générale, le plan dans l'anglais, c'est d'essayer pour les blancs de stabiliser le jeu à l'aile roi et de prendre de l'espace à l'aile dame. Donc maintenant que tu l'as dit, évidemment, ça manque un petit peu d'intérêt. Je passe un peu pour un idiot. Oui, parce Et que avec toi, l'idée, tu m'entends, éventuellement, mais moi je te coupe, effectivement. C'est Absolument. fantastique. Manifestement, c'est ce qui se passe. Voilà, je vois que la relation est parfaitement inégale entre nous, mais bon, peu importe. Je te laisse le privilège de la parole. J'ai quant à moi le privilège des idées brillantes. Voilà. C'est comme ça. Non, Voilà. mais alors, faut pas arriver. Non, ouais, ce qui est intéressant aussi, et ce qui est un thème qu'on peut exploiter quand on a ce fou G2, c'est d'essayer de monter une attaque ce qu'on appelle une attaque de minorité, en essayant de pousser le pion A le plus loin possible pour qu'il fasse pression sur le pion B7. Donc A et Qui, là, ne B, peut faire pas se B5, produire quoi. Oui, puis même avancer le pion A jusqu'en A6. Là, c'est plus possible dans la position que tu montres, mais au départ, de pousser Ah. le pion. Alors par contre, ça, ce que je peux faire, c'est revenir. Je voulais qu'on regarde. Est-ce qu'ils ont pu le faire, ça? Pousser le pion A jusqu'en A6? Non, ils n'ont pas pu le faire. Je dis que c'est voilà, C'est thème une idée. général. Voilà, c'est l'idée. Mais là, maintenant que A6 est joué, Mm. ça tue dans l'œuf, évidemment, cette idée. Mais c'est une idée générale de pousser les pions, et notamment le pion A, jusqu'au plus loin possible pour essayer de mettre une pression sur le pion B7. Ok. Ce qu'on appelle une attaque de minorité. L'attaque de minorité. Alors là, le levier, qu'on appelle levier, c'est justement la case B5. Hein. Bah, c'est à l'aide du pion A, comme tu l'as dit, Jérôme. Donc le pion A qui soutient le pion B, c'est de pousser ce pion et casser un peu la structure de pion pour ensuite créer un pion isolé chez les noirs, créer un problème et pouvoir attaquer ces pions. Alors, on va continuer. Tour 1, donc il y a des coups de construction. Alors Tour là, j'ai une 3. question. J'ai une question à te poser. Non, tant pis. Non. À la place de tour 1, est-ce que les blancs ont pas intérêt à jouer tout de suite B5 pour essayer Possible. justement C'est un coup de tout à mettre fait de la possible. pression, puisque Ouais. si tout s'échange, on va avoir la tour sur la colonne B, on va avoir le fou sur la diagonale H1 à 8, et finalement on aura le pion B7 qui sera sous une légère pression, Ouais. avec la Alors, possibilité ensuite de jouer par exemple dame B3 ou tour F B1 ou des choses comme ça. là, puisqu'on est vraiment dans les thèmes d'attaque de minorité, propre par exemple dans le Gambit dame, on retrouve cette structure, la structure Carlsbad, bien connue. Il y a toujours quelque chose qui peut être embêtant ici, c'est les noirs prennent, les blancs reprennent, et là, A5. Ah, tu veux pas que je le joue. A5. Avec ce qu'on appelle un pion passé éloigné et en plus soutenu par sa tour. Soutenu par sa tour, c'est quand même une contre-chance importante pour les noirs. Et les blancs vont devoir toujours faire attention à ça. Évidemment, c'est pas gratuit, hein, puisqu'il y a quand même le pion B7 qui, lui, est attaqué par le fou F3. Il faut défendre ce pion. Enfin, ça pose des problèmes d'organisation aux noirs. Mais en tout cas, le pion A5 peut être dangereux. Voilà, des contre-chances. Pion passé. Alors, mais c'est tout à fait jouable. En fait, les blancs, ils peuvent jouer ça. C'est peut-être c'est un peu risqué, voilà.
Mais il y a des joueurs qui prendraient peut-être le risque de jouer cette variante. Je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est aussi d'imaginer dans la façon de jouer aux échecs le risque qu'on prend. C'est-à-dire, est-ce que je veux jouer une partie où je veux surtout pas perdre, donc pas prendre de risques, évidemment avoir peu de chances de perdre, mais moins de possibilités de gagner, ou est-ce que je veux créer des problèmes à mon adversaire, prendre des risques, à ce moment-là j'ai des possibilités de gagner, mais également plus de chances de perdre. C'est non seulement un style, mais aussi, si on prend du recul, ça peut être un calcul à faire par rapport à l'adversaire, par rapport à une situation dans le match. Imaginons que c'est la dernière partie du match, qu'il faut que Carlsen marque pour égaliser, par exemple, ou Caruana gagne pour prendre l'avantage. Eh bien, on pourrait voir que les parties, il y aura des prises de risque supérieures. Alors, je vais revenir à la variante tranquillou. Enfin, E3, ok. Donc, bon, on va voir que Carlsen va positionner son fou en E4, proposer un échange des dames. Je vais avancer parce que je pense que je préfère, enfin, je sais pas ce que tu en penses, Jérôme, rester sur une approche un peu globale de la partie, la tension, justement ces questions sur la prise de risque, qu'est-ce qui se passe. Bon, ici un échange des dames à nouveau, voilà, des pions doublés. Avec une position assez originale parce que pion doublé sur la colonne E, là, ça fait pas vraiment envie. Non. Et en même temps, ça restreint beaucoup le jeu du fou noir. Voilà. Le fou noir, il n'a pas énormément d'espoir d'exister dans la partie et il devient un petit peu problématique. Alors, le fou noir des blancs, il n'est pas exceptionnel non plus. Ils sont tous les tapent deux dans le béton. Et voilà, ils tapent tous les deux dans le béton. Il n'y a pas grand chose à espérer. Il n'y a pas énormément. J'avais pensé une manœuvre de recyclage via B8 et A7, mais elle mène pas à énormément de choses pour le fou noir. On ne le voit pas non plus spécialement via F8 et H6 avoir beaucoup de futur à l'aile droit non plus. Donc en fait, il a un permis de circulation, mais pas pour aller très loin. Et ça va se voir dans la suite de la partie. Du reste, il y a peu de possibilités pour le fou noir de s'exprimer. Oui. Voilà. Après, on a cette petite majorité des noirs à l'aile dame avec 3 pions contre 2, mais elle est difficile à exploiter. Oui, alors pour parler des mauvais fous, là un peu, les noirs ont un mauvais fou parce qu'il est bloqué par des pions qui sont sur la même couleur que lui. Et notamment les pions du centre sont ceux qui bouchent les plus grandes diagonales sur l'échiquier. Donc évidemment, quand il y a des pions au centre qui sont bloqués, les fous sont pas très heureux. Voilà. Alors, ni le fou blanc d'ailleurs, puisqu'il tape dans le pion noir et que ce pion c'est du béton. Avec F6, c'est assez original, c'est vrai, cette structure de pion. On pourrait imaginer que les blancs puissent faire jouer F4 pour essayer de miner le béton noir, pour essayer de faire quelque chose, mais après ils se retrouveraient aussi avec des faiblesses, avec le pion E4 qui ne serait pas défendu. Pas simple. Alors ils vont menacer de faire leur attaque de minorité. Enfin, ils vont menacer. Ils vont jamais menacer en fait, puisque les noirs jouent B5 eux-mêmes. Ok. Et on va se retrouver avec de part et d'autre deux faiblesses. Enfin, chacun va avoir son point faible. Et dans ces conditions, plus personne ne pourra réellement progresser. Les points faibles pour les blancs, il y en a un gros. Il y a le pion B4. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je le fais en vert. C'est pas trop le style de la maison, les points faibles en vert. Pion B4. Bon, qui est défendu 2 fois, mais voilà, il va falloir toujours faire attention. Et il peut être attaqué également 2 fois. Donc il est déjà par le fou F8. Il pourra l'être par la tour qui pourra aller en A4 et attaquer également le pion B4. Maintenant, les noirs aussi ont une faiblesse. Alors tiens, je te laisse parler un petit peu parce que je suis enroué là. La faiblesse des noirs, ou les faiblesses? Les faiblesses, pour moi, la principale faiblesse des noirs, c'est le manque d'activité du fou. Et puis, effectivement, le pion C6 qui est retardé. Il peut pas avancer pour l'instant.
puisqu'il serait pris et puis ça laisserait le pion B5 sans défense. Voilà. Voilà ce que je vois comme faiblesse. Et puis de manière générale, structurelle, je dirais pas que c'est une faiblesse, mais en tout cas, il n'y a pas un énorme plan pour les noirs, il n'y a pas de point d'entrée dans la position blanche, il n'y a pas de choses vraiment très très riches à aller chercher dans ce type de position. Les joueurs vont encore jouer, mais on va arriver rapidement à un équilibre dynamique qui fait que personne ne voudra prendre le moindre risque et on préférera se donner rendez-vous pour après-demain. Pour après-demain, après la journée de repos. Alors oui, le pion C6, donc c'est un pion arriéré, voilà, c'est un point faible, hein, un pion qui ne peut plus être défendu par un autre pion noir. Et donc il faut le surveiller. Voilà, donc faiblesse contre faiblesse. Hop. Kramer contre Kramer. Enfin, c'est des vieilles références hein, que je cite. Mais, tour de 8. Ok. Je peux t'allais dire Kramnik contre Kramnik. Ah, bah oui, ça aurait été pas mal aussi ça. C'est une référence plus récente. Voilà, là, les noirs sont obligés de surveiller le pion C6. C'est un petit peu. Voilà, bon. Il n'y a pas énormément de jeux. F5 pour qu'il se passe un petit quelque chose, pour montrer des velléités quand même. C'est important aussi de montrer que chaque joueur veut tenter des choses, mettre un peu comment dire, de pression psychologique aussi. Voilà. Alors là, les blancs disent, toi, tu passes plus, je te fais une super barrière là avec tous mes pions. Voilà. Un jeu de... On s'observe. Ok, E4, le roi noir va devoir reculer. Ok. Donc là, c'est je te donne le pion B4 contre le pion C6. Voilà, on échange les faiblesses, donc d'une certaine façon, ça équilibre bien la partie. L'évaluation est à 0, 0, 0. Il y a peu de possibilités. On voit pas ce qui pourrait ici créer un déséquilibre propice à entraîner un avantage quelconque d'un des deux camps. Donc les deux joueurs préfèrent se séparer sur le score de parité, quoi. Voilà. Il n'y a pas de raison de prendre des risques dans cette position-là. Exactement. Ça serait un peu inconsidéré. Ok. Parce que bah voilà. l'enseignement quand même des 4 parties, on est au tiers du championnat du monde. Je trouve que j'avais un peu suivi le match de Karyakin contre Carlsen. Karyakin avait semblé un peu plus en défense et un petit peu plus attendre que Carlsen vienne. Et peut-être avait attendu le départage. Lui en a pris. Et j'ai l'impression que Caruana, là, elle montre quelque chose d'un peu plus consistant. Je le sens effectivement, autant que je puisse le dire, je le sens effectivement très bien préparé. Et il a quand même eu sur l'ensemble des 4 parties des positions qui étaient pas inintéressantes, hein, notamment dans la deuxième partie où il a eu un avantage qui n'était pas forcément facile à concrétiser. Mais voilà, tu as parlé de la dimension psychologique. Je pense qu'il a montré aussi à Carlsen que il était solide, et deux, qu'éventuellement il pouvait mordre. Et ça, forcément, Carlsen va le garder à l'esprit. Et là, au fur et à mesure que les nuances s'accumulent, tu sais, évidemment, il y a un départage à la fin. Et tout le monde dit que Carlsen aura l'avantage dans ce départage. Qui sait si Caruana s'est pas spécial aussi préparé pour ce départage en partie rapide. Donc la pression peut changer de camp aussi. La pression peut changer de camp, ouais. Ok. Bah écoute, merci beaucoup, Jérôme, pour tes analyses, ta rubrique. Je suis très content qu'on puisse effectivement tous les deux commencer quelque chose. Ça faisait longtemps qu'on en parlait. Ça se réalise. On a mis le temps. Alors je tiens à remercier également le site Kappa Kaspa pour nous avoir autorisé à utiliser le petit montage qu'il a fait. Donc c'est très chouette. Je montre, je remercie le site kappakaspa.info qui redonne tout le déroulé du championnat du monde avec les résultats. C'est un très, très chouette site. Je vous invite à le visiter. Ok, donc Jérôme. Oui, Étienne. Bah voilà, c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup. Je te remercie encore de m'avoir accueilli et je suis content d'avoir été parmi les premiers à pouvoir m'exprimer sur cette web TV dont l'avenir, j'en doute pas, va être radieux. Super. Merci, à très bientôt. Au revoir tout le monde.